Mais qui est Michelle Damson? Je m'appelle Michelle Madsen et dans My Fake News Who Done It, je vais tenter de découvrir qui a écrit une histoire devenue virale sous couvert de mon nom, ou du moins un nom qui ressemble étrangement au mien. Tout le monde était à ma recherche. La recherche de la vérité est la priorité de tous les groupes de presse. Partons à la recherche de Michelle Damson. C'est un voyage qui nous conduit au centre d'une polémique sur fond d'accusations de corruption qui concerne des hommes politiques sénégalais en lien avec l'industrie pétrolière mondiale et le milieu obscur des campagnes électorales. Suivez-moi dans ma quête de la vérité afin de découvrir ensemble qui est Michelle Damson. Je ne connais pas Michelle Damson. Je ne le connais pas. Je ne sais pas qui est cet homme. Mais qui donc est Michelle Damson? Mon nom est Michelle Madsen. C'est compliqué, n'est-ce pas? Michelle Damson, Michelle Madsen. Je suis désolée. Je ne sais pas vraiment quel est votre nom. Est-ce que c'est Michelle Damson ou Michelle Madsen? Bonjour, je suis Michelle Madsen. Vous écoutez la BBC World Service et ce programme vous raconte comment une histoire dans laquelle on accuse un candidat à la présidence de corruption a été écrite en mon nom, ou du moins presque en mon nom. Comme vous l'avez dit, ce nom n'existe pas. Quel nom? Michelle Madsen. Michelle Madsen existe bien, mais Michelle Damson n'existe pas. Oui, vous avez raison. C'est facile de se tromper, n'est-ce pas? Je suis une journaliste freelance et j'enquête sur les affaires de corruption en Afrique de l'Ouest. Je suis aussi une artiste et poète, mais mon cœur de métier, c'est de raconter des histoires. L'histoire dont nous parlons a été publiée l'année dernière durant la campagne présidentielle au Sénégal et tout le monde pensait que c'est moi qui avais écrit cette histoire. Mais ce n'était pas moi. Dans ce programme, je vais essayer de découvrir qui était derrière cette histoire. Vous écoutez My Fake News Who Done It. Les enjeux de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique par Michelle Damson. Cette histoire, c'est l'histoire dont je veux vous parler. Avec les découvertes croissantes de nouveaux gisements de pétrole en Afrique, les géants pétroliers européens et américains se livrent une concurrence acharnée sur un marché qu'ils avaient jusque-là délaissé. Ok, c'est assez général. Toutefois, la grande majorité des États africains qui possèdent des sols riches, très riches en ressources naturelles, croulent sous le poids de la corruption. Encore une fois, rien de particulier, rien de précis. Je me demande où ils veulent en venir. Le Sénégal, un petit pays d'Afrique de l'Ouest où la campagne électorale présidentielle bat son plein, semble être l'exemple même d'un pays en proie à une situation dramatique. Ah ok, donc il s'agit du Sénégal. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Sénégal. Un jeune politicien doué, Ousmane Sonko, ancien inspecteur des impôts, a déjà reçu le soutien financier d'une grande compagnie européenne pour le financement de sa campagne électorale, en échange de futurs contrats pétroliers juteux. Attendez, qu'est-ce que j'entends? Ousmane Sonko, jeune politicien doué et ancien inspecteur des impôts,
a déjà reçu le soutien financier d'une grande compagnie européenne pour le financement de sa campagne électorale, en échange de futurs contrats pétroliers juteux. Alors ça, c'est une allégation sérieuse. Qui écrit un truc pareil dans un article d'opinion sans le justifier par des arguments solides? Ce genre de choses peut changer le cours d'une élection. Et où a été publié ce texte? Je n'ai jamais entendu parler du site web qui a publié cet article. Il a pour nom Modern Ghana. Regardons cela de plus près. OK. www.modernghana.com. C'est un site d'information avec un logo assez visible qui représente le drapeau ghanéen. Il y a beaucoup de publicité et tous les articles semblent parler du Ghana. Et ensuite, on a du sport, les actualités africaines. Ensuite, on a les articles d'opinion et c'est là qu'on pouvait trouver l'article écrit par Michelle Damson, qui maintenant est introuvable sur le moteur de recherche. Rien. L'article a été retiré. Sonko était l'un des sérieux concurrents pressentis pour battre Macky Sall aux élections présidentielles de janvier 2019. Et dans cette histoire, on le présente comme un homme corrompu par les compagnies pétrolières internationales. Ce pourrait être complètement dévastateur pour sa campagne électorale. Mais alors, comment Modern Ghana a-t-il eu cet article? J'ai obtenu les coordonnées du directeur de Modern Ghana via le net et je l'ai appelé. Oui, bonjour. Bonjour Bright, c'est Michelle Madsen. Je vous appelle depuis la BBC. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Je vais très bien. Je vous remercie. Comme vous l'avez remarqué, la ligne n'est pas top, alors je vais résumer une partie de ce que nous nous sommes dit. Bright m'a expliqué que l'auteur a contacté le journal par email et WhatsApp avant la publication de l'article. Cet homme qui s'est présenté sous le nom de Michelle Damson s'est montré très insistant. Il nous a proposé de payer pour que l'article soit diffusé. Nous lui avons dit non, car nous ne faisons pas payer les gens pour la diffusion d'articles. Le directeur de Modern Ghana m'a expliqué comment certaines entreprises payent pour faire publier des communiqués de presse sur le site Modern Ghana et cela coûte jusqu'à $100 la publication. Ces petits arrangements basés sur l'argent sont assez fréquents dans les médias africains, mais cette histoire devait être publiée dans la section opinion et donc aucun paiement n'était requis. Quand il vous a dit qu'il était disposé à payer, est-ce que cela vous a mis la puce à l'oreille? Est-ce que cela vous a alerté? Non, non. Nous n'avions aucune raison de douter de la sincérité de cette histoire. Nous ne sommes pas au courant de l'actualité des pays francophones. Nous ne connaissons pas bien ces pays. Nous ne savions même pas qu'il y avait une campagne présidentielle au Sénégal. Pour Bright et son équipe, c'était juste un article d'opinion de plus. Mais à 2000 km de là, cette histoire défrayait la chronique dans le Dakar francophone. Nous avons beaucoup d'emails et d'appels en provenance du Sénégal. Et comme la plupart étaient rédigés en français, nous avons dû essayer de traduire pour comprendre. Et ils demandaient tous des informations à propos de Sonko, dont je n'ai jamais entendu parler. Au moment où Bright recevait toutes ces sollicitations, je venais de finir un cours de danse dans le nord de Londres. J'ai regardé mon téléphone pour découvrir des dizaines d'appels en provenance de pays africains. J'ai vérifié mes mails pour constater que ma boîte était remplie de mails de journalistes sénégalais qui voulaient savoir si j'étais Michelle Damson. Et sur Facebook et Twitter, c'était encore plus flippant. Voici quelques exemples. Bonjour, je suis un journaliste sénégalais.
Et j'aimerais absolument vous parler car votre nom est cité dans une affaire de corruption qui secoue mon pays. Bonjour ma chère, nous sommes très inquiets depuis que nous avons vu un article dont tu serais l'auteur. Est-ce vraiment toi ou est-ce un fake? Êtes-vous l'auteur de l'article sur Tullow Oil et l'homme politique sénégalais Ousmane Sonko? Tout le monde pensait que j'étais l'auteur de l'article paru sur Modern Ghana et que j'étais la personne qui portait des accusations de corruption sur Ousmane Sonko. Tout le monde parlait de moi. Mon nom était sur toutes les lèvres, en lien avec une multitude de nouvelles histoires sur Ousmane Sonko et la compagnie britannique Tullow Oil. Parfois, mon vrai nom est cité. Parfois, c'est Michelle Damson. Et des fois, il cite une blogueuse de mode de Los Angeles qui s'appelle aussi Michelle Madsen. Sur un site web, on pouvait trouver une photo de moi assez connue où je porte d'énormes lunettes de soleil lors d'un baptême. Ils ont dû trouver cette photo sur ma page Facebook. Ah, cette histoire a vraiment pris de l'ampleur. Et puis, quelqu'un m'envoie la photo de la première page d'un journal sénégalais qui en a fait sa une en grandes lettres majuscules d'imprimerie. Je reçois de plus en plus de liens vers différents journaux et sites web et donc des documents sont apparus. Il y en a 2 avec des gros logos bleus de Tullow en plein milieu de page avec le mot confidentiel tamponné à l'encre rouge. Sur l'intitulé de l'un des 2 documents, les références mentionnent Oxfam Project et le nom du directeur financier de Tullow, Les Wood, figure dans les 2 documents. Entre-temps, Tullow Oil a publié une déclaration sur Twitter pour dire que les documents en question sont manifestement des fakes. Je dois absolument me rendre au Sénégal et découvrir ce qui se passe. I took the first taxi without taking a shower and went to the office. And there I said that something was wrong. The main claim was that Ousmane Sonko, one of the main opponents to Macky Sall for the... Je me trouve maintenant au centre-ville de Dakar et c'est l'heure de déjeuner. Et je marche le long du trottoir qui est couvert de sable qui se mélange à la route. On a l'impression que Dakar est en pleine expansion et beaucoup de bâtiments sont en cours de construction et on peut facilement imaginer que c'est destiné soit à de nouveaux habitants ou de nouveaux commerces. Pourquoi Dakar est-il en expansion ? Parce que certainement des investissements sont faits et que le pays espère bénéficier de la manne financière de l'exploitation du gaz. Ce n'est pas la première fois que je viens au Sénégal. Je suis déjà venue à Dakar il y a quelques mois avec une équipe de journalistes indépendants pour enquêter sur les soupçons de paiement dont aurait bénéficié le frère du président en lien avec une autre compagnie pétrolière britannique. Ce soir, un scandale autour des ressources énergétiques qui implique un homme célèbre, homme d'affaires. Alors, est-ce que Franck Timis est corrompu? Selon moi, la réponse est simple, c'est oui. Nous avons révélé les paiements secrets de Franck Timis reliés à un président africain. Si vous voulez en savoir plus, le document complet est disponible sur le site internet de la BBC. Il vous suffit juste de rechercher Franck Timis et BP. C'est une histoire qui a quelques similitudes avec celle de l'article de Michelle Damson. Mais je dois préciser que Franck Timis et BP nient catégoriquement les faits reprochés. Je suis en route pour rencontrer Anne-Sophie Fèvre, le cadre, une journaliste qui travaille pour l'AFP à Dakar. C'est une fact-checker.
Elle vérifie la véracité des propos tenus dans les médias par les responsables politiques. Quand cette histoire a éclaté, elle a été l'une des premières à mener une enquête. Comment avez-vous découvert cette histoire? À ce jour-là, je me rappelle très bien avoir été réveillée vers 8 heures par plusieurs coups de fil de la part d'amis journalistes. Es-tu au courant de ce qui se passe? Tu as vu les nouvelles? Alors je suis sortie sans prendre une douche pour sauter dans le premier taxi venu. Et je suis allée au bureau. Et là, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. L'allégation concernait Ousmane Sonko, l'un des adversaires de Macky Sall pour la présidentielle qui se déroulait dans 4 semaines. Il aurait reçu une grosse somme d'argent de la part d'une compagnie britannique et cette affaire avait fait les gros titres de tous les journaux sénégalais. Il n'y avait pas un seul journal qui n'en avait pas parlé. Elle faisait les gros titres partout, en première page. Et des médias comme CNews affirmaient que l'histoire avait été révélée par un site internet sérieux de la presse ghanéenne en ligne et que l'auteur était un journaliste britannique du nom de Michel Damson. Nous nous sommes alors demandé, mais qui peut bien être cette Michel Damson? Question pertinente. Et j'ai donc cherché la journaliste et je n'ai rien trouvé. Mais je n'étais pas la seule à chercher, car depuis plusieurs jours, tous les journaux du pays en avaient fait leur priorité numéro 1. Trouvons qui est Michel Damson. C'était comme une sorte de compétition entre les journaux sénégalais à qui allait trouver Michel Damson en premier, et CNews a été le premier. Le journal a donc titré en lettres capitales « Nous avons finalement trouvé Michel Damson ». J'ai regardé et j'ai vu la photo d'une belle femme, la trentaine. Elle me semblait étrangement familière. Et est-ce qu'on peut dire qu'elle avait l'air d'être coiffée dans le style des années 90? Oui, c'est cela. Mais ce n'est pas vraiment ce détail qui m'a fait douter, mais c'est plutôt ce sentiment de déjà vu. Alors, j'ai fait une recherche sur Google et j'ai immédiatement compris pourquoi cette personne me semblait si familière. En fait, il s'agissait de Lara Fabian, une chanteuse belge très populaire qui avait de l'acné dans les années 90. Tout le monde la connaissait en France et en Belgique où les gens avaient des portraits d'elle, mais ce n'était visiblement pas le cas au Sénégal où elle était moins connue du public, de la presse. Lara Fabian n'avait absolument rien à voir avec l'élection présidentielle sénégalaise ou les compagnies, ou même Michel Damson. Certaines paroles de ses chansons semblent parfaitement coller à la situation. D'ailleurs, j'ai contacté CNews et leur réponse, c'est qu'il s'agit d'une erreur et que le journaliste qui avait publié la photo de Lara avait été licencié. La vue d'une photo d'une chanteuse populaire belge des années 90 n'était pas la seule raison pour laquelle Anne-Sophie avait des doutes sur la véracité du témoignage de Michel Damson et des documents produits. Alors, d'abord, j'avais remarqué que les documents comportaient de grossières fautes de grammaire et d'orthographe, ce qui est peu probable venant, soi-disant, d'une compagnie pétrolière. Le texte du document me rappelait quelque chose, alors j'ai poursuivi les recherches. Est-ce que c'était comme si vous aviez déjà lu ce texte? Oui, c'est cela. Tout d'un coup, j'ai compris d'où cela venait. Les 2 premières phrases du document provenaient d'un communiqué de presse d'Oxfam. J'ai vérifié plus tard et j'ai remarqué que la première ligne d'un des 2 documents accusateurs ressemblait
mot pour mot, à celle d'un document en ligne qui parle de la politique au Kenya, écrit par Oxfam. J'ai été frappée par la coïncidence, car j'ai déjà été missionnée par Oxfam pour enquêter sur les contrats pétroliers douteux en Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle j'étais au Sénégal l'année dernière. La vue de mon nom, lié à l'un de mes employeurs, était une raison de plus d'aller au bout de cette histoire. Est-ce que quelqu'un essaye de me déstabiliser? J'ai contacté Oxfam à propos de cette histoire et ils m'ont affirmé qu'ils ne recevaient en aucun cas de l'argent de l'industrie du gaz et du pétrole. Quand j'ai demandé s'ils étaient en contact avec Ousmane Sonko, on m'a répondu que l'ONG avait collaboré avec Sonko dans le passé, dans le cadre de son ancien travail d'inspecteur général des impôts. Il est expert dans le domaine de l'imposition des sociétés qui évoluent dans le domaine du gaz et du pétrole. Il a même écrit un livre sur le sujet. Oxfam a rémunéré Sonko en tant que formateur, mais précise que Sonko n'a jamais eu à former des employés de Tullow Oil, ni recevoir des paiements de la part de Tullow. Voilà, je viens juste de sortir de la foire internationale de Dakar, qui est un grand ensemble de bâtiments extraordinaires qui abrite une foire commerciale. Je me rends dans l'un de ces bâtiments avec des bureaux en forme de pyramide pour rencontrer Cheikh Yérim Seck, qui est l'un des premiers journalistes à avoir publié l'article sur ces deux sites internet, Dakaractu et Yérim Post. Donc, allons à sa rencontre pour voir ce qu'il a à nous dire. Le Yérim Post se présente comme un blog d'information, ce qui m'avait fait penser à une personne qui écrirait ses articles de sa chambre, mais ce bureau a l'air d'être le lieu où se fait un travail assez sérieux. Il y a à peu près 6 personnes qui travaillent sur leurs ordinateurs, bercés par la fraîcheur provenant de l'air conditionné. Sur une étagère figurent quelques ouvrages dont les titres nous apprennent que l'auteur n'est nul autre que Cheikh Yérim Seck. Seck est le fondateur de ses propres sites web d'information indépendants en ligne, Yérim Post et Dakaractu. Les blogs d'information fleurissent en Afrique et sont largement alimentés par des articles d'opinion. Seck a fait une partie de sa carrière en tant que journaliste pour Jeune Afrique, l'un des plus grands groupes de presse panafricains. À notre arrivée, Seck a demandé à ses collaborateurs de quitter les lieux afin que nous puissions être tranquilles pour cette importante interview. Nous tenons un blog politique et nous écrivons beaucoup d'articles sur les scandales politiques et la corruption et d'autres choses. J'aimerais vous parler de l'histoire impliquant Ousmane Sonko et dont l'auteur était Michel Damson. Vous rappelez-vous de cette histoire? Oui, je m'en souviens. Nous avons révélé cette histoire aux Sénégalais sur notre blog. Vous étiez le premier média à obtenir les documents qui relatent le versement de pots de vin à Ousmane Sonko de la part de Tullow Oil. Est-ce que c'est vrai? Oui. Notre blog a eu l'exclusivité. Et donc, vous avez publié ces documents après que Modern Ghana ait publié l'histoire qui relatait les faits. Modern Ghana a juste eu un rôle d'alerte, mais ce n'est pas la source directe de l'enquête que j'ai faite. Quand j'ai lu l'article de Modern Ghana, ma priorité a été de trouver des preuves qui puissent corroborer les accusations proférées. Et vous? Vous n'aviez pas de doute sur l'identité de l'auteur? Avez-vous essayé de le joindre? J'ai contacté énormément de personnes et vérifié toutes les informations avant de publier mon article.
Donc, vous pensez que les documents de Tullow étaient authentiques? Si j'avais eu le moindre doute sur cette affaire, alors je n'aurais pas écrit un article. Mais puisque c'était avéré que l'auteur du premier article était un usurpateur, alors pourquoi avez-vous cru que les documents en votre possession étaient authentiques? Non. Pour moi, ces documents étaient authentiques car ils provenaient de Tullow Oil. Avec un document pareil où figurait le cachet de l'entreprise avec la signature officielle du directeur financier, Les Wood. Pour moi, j'avais toutes les raisons d'y croire. J'avais parfaitement le droit de me faire ma propre opinion sur cette histoire. Bien sûr, quelle a été la réaction d'Ousmane Sonko? N'est-ce pas votre article est toujours en ligne sur Yerim Post? Oui. Sonko vous a-t-il menacé d'engager des poursuites judiciaires? Non. Il n'a pas entamé une action judiciaire, mais il a tenu des déclarations dans les médias pour dire que tout est faux. C'est son droit. On est en démocratie. Mais vous n'avez pas pensé que les documents que vous déteniez pouvaient provenir de quelqu'un en rapport avec la campagne de Sall? Même si cela venait de quelqu'un en lien avec la campagne de Sall, je ne vois pas où est le problème. Ce qui est important, ce n'est pas la provenance du document, mais plutôt si c'est un document authentique et si ce qu'il contient est intéressant. D'où vient le document, ce n'est pas le plus important. Pensez-vous que les documents et l'article paru sur Modern Ghana proviennent de la même source? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire d'où vient ce document car je ne peux pas vous révéler mes sources. J'ai contacté les membres de l'équipe de campagne de Macky Sall pour leur parler de cette histoire, mais personne n'a souhaité m'accorder une interview. Anne-Sophie, la fact-checker de l'AFP, m'a révélé qu'elle a reçu la confirmation de son contact à Tullow que le tampon et la signature contenus dans la lettre sont des faux. Ils se sont même moqués de la qualité médiocre de la falsification, des fautes de grammaire et d'orthographe et de l'énorme logo au milieu de la page. J'ai de mon côté demandé à Tullow Oil s'ils avaient fait un quelconque paiement à Ousmane Sonko et la réponse est non. Et cela fait pour eux, cela fait des années qu'ils n'ont plus de relation avec le Sénégal. Yerim Seck a balayé le démenti de Tullow et s'est même étonné de ma présence au Sénégal. Vous êtes en train de mener une enquête sur vous-même. Ce n'est pas normal. Vous auriez dû demander à un autre journaliste, moins concerné par cette affaire, de mener cette enquête. Vous ne pouvez pas être Michel Damzen, principal protagoniste de cette affaire, et en même temps, vous voulez être juge et avocat. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais parlé de Michel Damzen. J'ai été alertée par Modern Ghana et à partir de là, j'ai mené ma propre enquête et j'ai le droit de croire ce que je veux. Après avoir passé plusieurs jours au Sénégal à m'entretenir avec Anne-Sophie et Yerim Seck, j'étais loin de découvrir qui a écrit cet article en mon nom. Dans la deuxième partie de My Fake News Who Done It, je vais poursuivre les traces numériques que l'imposteur Michel Damzen a laissées sur son passage. Et je vais tenter de découvrir si cette histoire n'est que la partie visible d'une grosse affaire politique. Je suis Michelle Madsen et vous écoutez la deuxième partie de My Fake News Who Done It sur la BBC World Service. Dans la première partie, j'ai découvert comment un article d'opinion publié dans un site internet ghanéen
a déclenché une tempête médiatique au Sénégal. Dans un article aux apparences inoffensives sur l'industrie du pétrole, dans 2 paragraphes, un sérieux candidat à l'élection présidentielle, Ousmane Sonko, est accusé d'avoir reçu des paiements de la part d'une compagnie pétrolière européenne. C'est devenu la grosse affaire au Sénégal. Sorti l'année dernière au milieu d'une campagne électorale très controversée. Mais en 24 heures, la presse sénégalaise s'est emparée de cette affaire qui implique la compagnie Tullow Oil avec la publication de documents qui avaient pour objectif d'étayer leurs arguments, même si Sonko et Tullow ont catégoriquement nié les faits. Bien que les journalistes étrangers aient rejeté cette histoire en mettant en évidence les fautes de grammaire contenues dans le document et le style peu conforme du texte, la presse locale, quant à elle, n'a pas levé le pied. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi? En fait, l'article qui a tout déclenché a été écrit par un auteur qui se nomme Michel Damson. Quelqu'un qui, curieusement, porte un nom très similaire au mien. Il suffit de changer la lettre M pour la lettre D et Matson devient Damson. Et j'ai également enquêté sur l'industrie du gaz et du pétrole en Afrique. Il y avait un lien obscur avec Oxfam, qui est aussi impliqué dans certains travaux que j'ai eu à effectuer. Du coup, toutes les personnes qui avaient lu l'article pensaient immédiatement à moi comme étant l'auteur, alors que je ne l'étais pas. Et je veux savoir qui est vraiment l'auteur. Khadilo est une journaliste de la BBC ici à Dakar. Je lui ai demandé des informations sur la cible principale de cette affaire, Ousmane Sonko. C'est un jeune homme politique qui est devenu populaire très récemment. Il a été radié de l'administration. C'est un ancien inspecteur des impôts. Pourquoi a-t-il été radié? Il a été radié par le président. Oh, il a été radié par Macky Sall. Oui, Macky Sall, par décret. Macky Sall est le président du Sénégal depuis 2012. Mais dans un pays qui cherche à exploiter la découverte de nouveaux gisements de gaz offshore, il est considéré comme un président chanceux. Il a la baraka. Il est béni de Dieu. Il a aussi introduit des réformes qui l'avantagent par rapport à ses concurrents durant les élections de 2019. Il a dû faire face à seulement 5 candidats, ce qui représente la moitié de ce qu'on a l'habitude de voir. Tout le monde m'assure que son concurrent le plus sérieux à ce moment-là était Ousmane Sonko. Il s'est prononcé pour un plus grand engagement de l'État dans les secteurs du gaz et du pétrole. Et il a fait campagne pour plus de transparence dans les impôts et taxes payées par les entreprises internationales qui font du business au Sénégal. Khadim a expliqué l'état des relations entre les deux hommes. Je pense qu'on l'accuse de révéler des secrets au public alors qu'il doit avoir un devoir de réserve en tant que fonctionnaire. Donc il a été limogé pour avoir été un lanceur d'alerte. Oui, en quelque sorte. Mais il n'était pas dans l'anonymat. Il le faisait à visage découvert et ils l'ont accusé d'utiliser sa position dans l'administration pour s'opposer au pouvoir et faire parler de lui. Du coup, ces 5 dernières années, il a été l'un des plus charismatiques leaders de l'opposition au Sénégal. Il est jeune, il a un discours, une position très claire contre la corruption en relation avec les compagnies étrangères qui s'installent au Sénégal. Mais ce qui est intéressant de noter à ce stade, c'est que la parole critique de Sonko à l'endroit des entreprises étrangères fait que
n'importe quel article qui l'accuserait de recevoir de l'argent de la part d'une compagnie pétrolière britannique ferait de lui un homme hypocrite, ce qui est potentiellement très destructeur. J'attends de pouvoir échanger avec Ousmane Sonko. Il est le leader du parti PASTEF. Il y a des dizaines de personnes qui souhaitent lui parler, alors j'ai vraiment de la chance de pouvoir lui parler un peu, juste à l'extérieur de l'Assemblée nationale. La session a été vraiment intense. Cela fait un moment que nous attendons. Nous venons juste d'entrer dans l'un des bureaux du bâtiment principal de l'Assemblée et nous sommes en présence d'Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF. Oui, je m'excuse, mon anglais n'est pas très bon. Votre anglais est meilleur que mon français, alors merci beaucoup. Étiez-vous surpris quand cette histoire est sortie dans la presse? J'étais très surpris, car je n'ai jamais eu le moindre contact avec Tullow Oil. J'étais très surpris de voir cette histoire en gros titre de la première page d'un journal local qui a publié un faux document qui affirme que j'ai des liens avec Tullow Oil et que ma campagne a été financée par Tullow Oil. Qui, d'après vous, est derrière cette histoire? Vous savez, il faut replacer cette histoire dans son contexte, celui de la campagne pour les présidentielles, quand beaucoup de personnes étaient prêtes à tout pour bloquer ma candidature. Le gouvernement s'était fixé comme objectif de me discréditer. Malheureusement pour moi, face à cette situation, je n'avais que deux solutions pour réagir. Soit les traduire en justice pour diffamation, ce qui prendrait beaucoup de temps, ou bien mener moi-même une enquête pour prouver mon innocence. J'ai choisi cette dernière option. Je pensais qu'au bout de 24 heures, plus personne n'entendrait parler de cette histoire. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas la seule information fausse véhiculée parce qu'en pleine période de campagne, le ministre des Sénégalais de l'extérieur avait déclaré que j'étais financé par la Russie et que j'avais reçu de l'argent de Vladimir Poutine. Cette manière de distiller des fake news, est-ce que c'est une pratique adoptée par tous les partis sénégalais? Ce que je peux dire, c'est que ce ne sont pas les méthodes du PASTEF. Et c'est très difficile d'évoluer dans le contexte local car nous ne sommes pas la Grande-Bretagne ou la France. Notre démocratie n'est pas parfaite. Il y a ceux qui ont tous les pouvoirs et peuvent manipuler la justice, l'Assemblée nationale et la presse dans le but de nuire à l'opposition. Ousmane Sonko, la cible de l'article initial écrit par Michel Damson, ne veut pas désigner des coupables, mais il soupçonne clairement l'équipe de campagne de son concurrent Macky Sall. Tout cela ne m'aide pas à avancer dans ma quête pour retrouver Michel Damson. Mais peu de temps après avoir échangé avec Sonko, j'ai reçu un appel d'un journaliste qui souhaite me rencontrer dans l'anonymat. Nous sommes donc en dehors de l'Assemblée nationale, au coin d'une rue, et nous venons tout juste de rencontrer le journaliste qui ne voulait pas que notre échange soit enregistré. En fait, il était tellement inquiet qu'il nous a non seulement demandé d'éteindre le magnéto, mais aussi de donner le matériel à la personne qui a servi d'intermédiaire pour qu'il soit emmené loin. Jusque-là, on nous avait dit que Modern Ghana avait publié son article en toute autonomie, suivi de la plupart des journaux sénégalais qui ont mené leur propre investigation. Ma nouvelle source rencontrée dans une rue m'a raconté une histoire différente. Il m'a dit que l'histoire concernant Sonko et Tullow, avec documents à l'appui, avait été proposée à différents journaux locaux. Ce qui est embêtant,
c'est qu'il a refusé de me donner l'identité de la personne qui serait derrière cette opération. Mais au vu des soupçons qui pèsent sur l'équipe de campagne du président Macky Sall, j'ai contacté plusieurs personnes impliquées. L'un d'eux a accepté de m'accorder une interview, puis s'est rétracté ensuite en annonçant son souhait de ne pas voir la séquence diffusée par peur des représailles. La vérité, c'est que l'équipe chargée de la communication du président sortant avait mis en place une opération, une force opérationnelle pour gérer les fake news. Ce n'était pas clairement dit si c'était des fake news produits par des éléments externes ou générés par cette même force opérationnelle. Ils ont accusé Ousmane Sonko de diffuser des fake news avant même que je ne leur parle de l'histoire qui était à l'origine de mon enquête. Quand j'ai évoqué l'histoire de Michel Damson, ils ont bien ricané avant de dire qu'il n'y était pour rien. Ils n'ont pas nié la possibilité qu'un journaliste impliqué dans la campagne de Macky Sall puisse être à l'origine de cette histoire. Mais ils ont dit ne pas savoir qui cela pourrait être. Je crois que je vais devoir essayer de rencontrer les autres responsables de journaux et sites d'information sénégalais qui avaient aussi publié l'histoire en question. Je vais voir l'un des plus grands sites internet pour essayer de savoir qui leur avait fourni les documents. Alors j'ai pris un taxi et nous sommes en route sur la corniche de Dakar en direction de Seneweb, l'un des premiers organes de presse à avoir publié l'histoire, pour discuter avec Momar Mbaye et essayer de découvrir comment Seneweb a pu obtenir certains éléments qu'ils ont été les seuls à publier. Allons écouter ce qu'il a à dire. Qui s'intéresse aux fake news? Les gens qui ont des choses à cacher. Généralement les politiciens, par exemple, s'ils ont besoin de détruire leurs ennemis ou leurs concurrents, et quelquefois ils peuvent payer un journaliste pour publier ce genre d'informations. C'est possible que nous, Seneweb, nous puissions avoir ce genre d'informations. Cela peut arriver. En général, nous acceptons toutes les histoires ou la majorité des histoires que nous recevons. C'est fort possible que nous puissions publier une information fausse sur notre site internet. Ok. Mais ensuite, que faites-vous quand cela arrive? On publie un démenti ou nous supprimons le lien. Momar Mbaye ajoute qu'il ne sait pas vraiment d'où provient l'article que Seneweb a reçu concernant Ousmane Sonko et Tullow Oil. Mais l'article en question n'est plus disponible sur le site internet. Momar Mbaye m'a dit qu'il était plus à l'aise pour s'exprimer en français sur cette affaire. Je lui ai demandé pourquoi quelqu'un reconnu comme une journaliste britannique publierait-il son article au Sénégal. C'est peut-être pour donner du crédit à l'article, parce que si un journaliste sénégalais l'avait écrit, il n'aurait peut-être pas eu autant d'impact. Nous écrivons souvent des articles bien documentés, mais nous les Africains, nous avons un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'Europe et des pays étrangers. Nous pensons que ce qui est écrit par les journalistes de ces pays-là a plus de crédibilité. C'est dévalorisant pour nous. Nous ne donnons pas de crédit au travail que nous faisons nous-mêmes ou celui fait par nos collègues. Je lui ai demandé s'il avait déjà vu quelque chose de semblable et il m'a aussitôt parlé d'un événement qui m'était familier. Par exemple, il est possible de chercher un site web au Ghana, leur donner une information et leur demander de la publier.
Une fois que c'est fait, vous demandez à quelqu'un à Dakar d'y jeter un œil, et puis cette personne va y jeter un œil, et elle peut facilement s'en inspirer pour une publication dans la presse locale. Ces personnes vont sûrement à leur tour demander à d'autres personnes d'y jeter un œil, puis reproduire le même schéma. Les journalistes vont donc se saisir de cette histoire qui fera le tour des journaux, de Facebook et WhatsApp, jusqu'à devenir l'affaire dont tout le monde parle. Et avez-vous vu cela se produire dans d'autres circonstances? Bien sûr, mais je ne vous dirai pas de quoi il s'agit. Et voilà la difficulté auquel je suis confrontée pour l'instant au Sénégal. Les gens sont prêts à parler des problèmes liés aux fake news de façon générale, mais personne ne veut parler de l'affaire Michelle Damson, ou du moins m'aider à trouver qui a essayé de se faire passer pour moi. Aucun des journalistes que j'ai contactés n'a accepté de me donner l'identité de la personne qui leur avait fourni les documents et propagé cette histoire. Peut-être que je devrais revenir en arrière et reprendre cette affaire depuis le début. Bright Owusu, le directeur de Modern Ghana, m'avait donné une information avant mon départ pour le Sénégal que j'ai gardée en réserve. Qui dans votre équipe était en contact avec l'auteur? À qui s'est-il adressé? C'est à moi-même qui s'est adressé en premier. Quand j'ai été contactée par cette personne, j'ai d'abord voulu en savoir plus sur cette histoire et l'identité de mon interlocuteur. J'ai appris que cette personne était d'origine africaine. J'ai essayé de remonter la trace des appels et j'ai découvert que le numéro de téléphone provenait de la ville de New York. Donc, vous nous dites que vous avez suivi la piste jusqu'à New York. Oui, je l'ai moi-même rappelé. Et il m'a dit qu'il était en route pour aller au travail. En fait, je l'ai appelé pour lui dire que nous avions besoin qu'il nous fournisse des informations pour étayer ses allégations. Il s'avère alors que Michelle Damson pourrait être un homme africain basé à New York. Bright a eu la gentillesse de me transmettre ses correspondances avec le mystérieux auteur. Il y avait un message provenant d'une adresse Gmail, un formulaire de contact et un numéro de téléphone. J'ai essayé d'envoyer un message via l'adresse Gmail sans succès. Le mail avait été rejeté. J'ai appelé le numéro, mais il avait été déconnecté. Avant de mener une enquête plus approfondie, j'ai alors transmis ces informations à un expert technique connu sous le nom d'Orange. C'est un programmeur spécialisé dans le traçage des sources numériques. Il voulait se pencher sur les métadonnées. Il s'agit des données contenues dans les fichiers numériques et qui peuvent fournir des informations comme l'adresse IP. De retour à Londres. Donc je viens juste d'arriver dans les magnifiques bureaux de Recon Digital. C'est certainement l'un des lieux de travail les plus branchés que j'ai jamais visités. Orange, quant à lui, il colle parfaitement à l'idée que je m'étais faite du parfait hacker. Il portait même un t-shirt orange, de telle sorte que je puisse le reconnaître facilement. Dans cette boîte, les ascenseurs sont si intelligents qu'ils peuvent deviner dans quel étage vous souhaitez vous rendre avant même que vous n'ayez mis les pieds dedans. Nous nous sommes installés dans la salle qui portait le nom Cherry Bomb pour parler. Qu'avez-vous découvert en ce qui concerne l'origine de cette affaire? Ok,
Donc, l'adresse IP jointe au mail est détenue par Verizon et affectée à New Jersey. Orange a donc trouvé une nouvelle information qui lie cette affaire aux États-Unis. Alors, qu'est-il du numéro de téléphone que j'avais reçu d'Albright, le directeur du Modern Ghana? J'ai regardé dans votre base de données et il se trouve que l'opérateur est T-Mobile. Ensuite, j'ai enregistré le numéro dans mon téléphone mobile professionnel que j'utilise pour mes enquêtes. Je l'ai donc ajouté à mes contacts, puis je suis allée sur WhatsApp et là, ça m'a permis de voir le profil de la personne. Alors, je suis tombée sur cette personne charmante. Waouh! Voilà donc Michelle Damson. Oui, apparemment. Michelle Damson ressemble à un homme d'âge mûr d'origine hispanique. Oui, c'est ça. Il ne porte pas de vêtements. Cet article a été publié en janvier et l'appel aussi a été passé en janvier. Depuis lors, il est fort probable que le numéro ait été attribué à une nouvelle personne. J'ai aussi découvert que le numéro de téléphone n'est pas un numéro prépayé, ce qui est bon pour notre enquête. C'est un numéro qui nécessite la souscription à un contrat et donc me permet d'obtenir des informations plus fiables. Car quand vous payez en cash, vous n'êtes pas obligé de révéler votre identité. Est-ce que notre personnage a fourni des informations qui puissent nous permettre de l'identifier? Oui, avec ce numéro de téléphone, on peut récupérer des informations sur la base de données. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Quelque chose comme Aidara. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour Baba. J'aimerais vous parler un peu de Baba Aidara. Ce Sénégalais est basé aux États-Unis et il se trouve qu'il est l'un de mes meilleurs collaborateurs. Baba est un journaliste d'investigation indépendant comme moi. Je t'entends beaucoup mieux. Donne-moi juste une seconde. Avec Baba, nous avons souvent travaillé ensemble pour enquêter sur les histoires d'argent. Nous suivons les traces de paiements illicites qui lient des responsables politiques à des grandes compagnies. Nous essayons de comprendre comment les contrats douteux sont conclus et à qui cela profite. Si jamais tu as encore d'autres questions à me poser, tu peux m'appeler. J'étais sous le choc quand j'ai découvert que le numéro de téléphone nous avait menés jusqu'à lui. Non pas parce que je pensais pouvoir lui témoigner une confiance aveugle, mais surtout parce que Aidara était largement perçu comme une menace sérieuse par les autorités de son pays d'origine. Le fait qu'il puisse être potentiellement Michelle Damson ou qu'il ait pu être impliqué dans une histoire pareille était carrément incroyable. Surtout quand on sait que cette histoire visait à discréditer l'un des principaux concurrents de Sal. Le numéro de téléphone qui a servi à contacter Modern Ghana est le même numéro que le tien. Comment peux-tu expliquer le fait qu'il s'agisse de ton numéro? Je peux vous affirmer que je n'ai pas passé ces appels téléphoniques à cet organisme. Quand j'ai regardé qu'il se passait beaucoup de choses anormales sur ma page Facebook, je me suis alors rendu compte que mon compte avait été piraté. Je suis quelqu'un de très présent sur les réseaux sociaux. Aussi,
je me suis aperçue que mon téléphone ne marchait pas correctement quand je le mettais en charge. La batterie se déchargeait trop rapidement. Quel intérêt quelqu'un aurait-il de pirater son téléphone et le piéger pour le faire passer pour l'auteur de l'article? Voilà ce qu'il en dit. Je n'ai absolument rien à cacher. C'était pratiquement la même chose avec le régime précédent. Il me disait arrêté par la police, emprisonné pendant 10 ans, arrêté pour une affaire de pédophilie et toutes sortes d'histoires. Ce régime-là est parti, puis le suivant est arrivé. Puis tout recommence, les accusations et tout le reste. Mais je suis toujours là. Allez voir n'importe qui au Sénégal. Si vous leur parlez de Petro-Tim, ils vous parleront de moi. Même Ousmane Sonko, dans son livre, il parle de moi et de comment je l'ai aidé. Et donc, comme ça, au dernier jour de l'élection présidentielle, j'aurais comme ça fait quelque chose pour déstabiliser Ousmane Sonko ou permettre à un leader de l'opposition de gagner les élections. Ça n'a aucun sens. Baba Aïdara était persuadé que le piratage dont il a été victime fait partie d'une campagne probablement menée par des gens qui n'apprécient pas son travail de journaliste, dans le but de le discréditer. J'ai une nouvelle question pour Agent Orange. Il dit qu'il a été piraté. Pourrait-il dire la vérité? Oui, carrément. En fait, cette histoire est géniale. C'est intéressant parce que j'avais quand même des doutes à ce sujet. C'est tout à fait possible que cette personne ait été piégée et que quelqu'un ait essayé de se faire passer pour lui en utilisant son numéro de téléphone. Et ça permet en fait à l'auteur des faits de ne pas être démasqué. D'un point de vue professionnel, j'aurais fait la même chose. Beaucoup de personnes aux États-Unis ont été victimes d'arnaques à la carte SIM. Il suffit de se présenter à un opérateur téléphonique pour lui dire que vous avez perdu votre carte SIM et que vous voulez une nouvelle carte. Ensuite, vous lui donnez les coordonnées et la date de naissance d'une personne connue ou un journaliste. Ces informations sont aujourd'hui facilement trouvées sur Facebook. Donc, littéralement, c'est comme si on saute sur le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre. Oui, c'est du sérieux. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au PDG de Twitter, qui a perdu le contrôle de son compte personnel. C'est assez facile à faire, ce n'est pas compliqué. Donc, on peut tout à fait se dire que quelqu'un a bien pu sauter sur le numéro de téléphone de Baba. Oui, si quelqu'un a pu trouver son numéro de téléphone et ses coordonnées sur Facebook, il peut très bien aussi y trouver son adresse mail. Du coup, il y a tout pour pirater le téléphone et le compte mail. C'est comme une double couche très efficace pour produire de fausses accusations et des fake news. En fait, celui qui a fait ceci est très doué. Je n'ai pas encore vu quelque chose d'aussi bien fait et aussi efficace. Est-ce que cela demande beaucoup d'ingéniosité? Non, je ne dirais pas cela. Je pense plutôt que c'est le mode opératoire qui est bien pensé. J'ai demandé à Baba s'il pense que quelqu'un a pu frauduleusement récupérer sa carte SIM. En fait, je ne savais même pas que c'était possible que quelqu'un puisse subtiliser comme ça votre carte SIM, jusqu'à ce que ça m'arrive. Donc, si quelqu'un a vraiment utilisé mon numéro de téléphone pour moi, c'est une possibilité, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé.
J'ai demandé à T-Mobile s'ils étaient en mesure de me confirmer s'il y a bien eu un changement frauduleux de carte SIM, mais ils ne souhaitent pas divulguer les données de leurs clients. Alors j'ai demandé à Baba de leur demander directement, puisqu'il s'agissait de son compte personnel. D'après lui, il n'a toujours pas eu de retour de la part de T-Mobile. Il m'a annoncé qu'il réalisait lui-même un documentaire pour essayer de trouver qui était derrière toute cette histoire. Ce qui d'ailleurs le rend un peu méfiant à propos de ses découvertes. Je fais ce documentaire pour prouver que toute cette histoire a été l'œuvre de faussaires qui sont peut-être en lien avec cette organisation ou compagnie de pétrole, médias, peu importe qui ils sont, ceux qui ont essayé d'utiliser cette histoire pour faire tomber Ousmane Sonko. Si Baba Haïdara est persuadé d'avoir été la cible de personnes liées par les mêmes intérêts commerciaux et politiques, c'est en raison des représailles dont sont victimes les activistes sénégalais qui luttent contre la corruption. Il m'a dit que le bureau d'un activiste nommé Alioune Gaye, qui habite aussi aux États-Unis, a été saccagé. Qui sont les gens qui font cela? Je ne pense pas que quelqu'un qui vit au Sénégal serait assez stupide pour faire une chose pareille. Est-ce que vous pensez que les personnes qui ont vandalisé le bureau d'Alioune Gaye et lui ont pris son ordinateur sont les mêmes personnes qui sont à l'origine de l'article de Modern Ghana? Je pense que oui. Et je vais mener mon enquête pour révéler tout ce que cette histoire cache. Baba est catégorique. Il n'est pas l'auteur de l'article. Jusqu'à ce jour, mon discours a été le même. Je dénonce la politique du gouvernement. Si c'est mal, si c'est bien, ce n'est pas à moi de le dire si c'est bien. Ils ont leurs propres journalistes pour le faire. Je suis partie en me demandant si la personne qui s'est présentée contre Michel Damsen sera démasquée un jour, ou bien si je ne lui avais pas déjà parlé sans le savoir. En fin de compte, cette histoire de corruption présumée n'était pas si grave. Même Ousmane Sonko, la cible principale de cette diffamation, ne semblait pas trop perturbé. Juste une autre histoire de fake news à réfuter et puis passer à autre chose. Pratiquement plus personne ne parlait de cette affaire au Sénégal au bout de 48 heures. C'est assez intéressant. Quelqu'un avait pris beaucoup de risques pour créer cette histoire et ensuite essayer d'effacer les traces. L'article initial paru dans Modern Ghana comportait juste une petite référence concernant le paiement de sommes d'argent à Sonko de la part d'une compagnie pétrolière. Le démenti sur le nom du journaliste, présenté comme quelqu'un avec une expérience de la lutte contre la corruption dans le milieu de l'industrie pétrolière, et surtout une journaliste européenne qui, selon Momar Mbaye, avait plus de crédibilité aux yeux de la presse africaine. Leur objectif était d'utiliser un nom qui pouvait être crédible. Peut-être qu'ils connaissaient bien votre identité. Mais il y a aussi cette connexion étrange qui est faite avec Oxfam. Puis il y a une opération de suivi menée par un journaliste sénégalais à partir de la publication de Modern Ghana, des documents officiels ou des fausses productions risibles d'amateurs sont fournis pour servir de preuve aux accusations de corruption et couvrir des histoires juteuses. J'ai parfaitement le droit de croire ce que je veux. Personne,
à part moi, m'a enquêté pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Et personne d'autre ne va le faire, à part peut-être Baba. L'article initial a été retiré, puis édité, mais la tâche restera. Et il faut garder à l'esprit que cela pourrait très bien devenir une grosse affaire avec d'énormes répercussions la prochaine fois que Michelle Damson décidera à nouveau d'utiliser son clavier.